Eh bien, bonjour à tous. Merci de cette invitation qui nous permet justement de pouvoir confronter nos regards et les préoccupations qui visiblement sont très proches. Donc, je suis Fanny Cérès, docteur en architecture et j'exerce à Montpellier, essentiellement dans l'accompagnement de projets d'habitat pour personnes âgées ou en situation de handicap. Voilà, et c'est un sujet sur lequel on travaille notamment en recherche, donc avec une double casquette, avec Kevin Charras qui va se présenter, et une troisième personne qui n'est pas avec nous, mais qu'on tient à mentionner, Colette Hénard, qui est consultante en gérontologie sociale et qui nous accompagne dans une très grande partie de notre travail, donc qui est sans doute connectée d'ailleurs au chat. Bonjour, donc je vais me présenter rapidement et je vais laisser la parole à Fanny. Donc, je suis Kevin Charras, je suis docteur en psychologie environnementale, directeur du Living Lab vieillissement et vulnérabilité au CHU de Rennes. Et effectivement, comme le disait Fanny, ça fait maintenant plusieurs années qu'on s'intéresse à toutes ces questions d'habitat et notamment à l'accompagnement des personnes âgées d'une manière générale, mais aussi en fait de plus en plus à l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité que l'on peut rencontrer au quotidien et qui sont aussi des questions qui sont chères à beaucoup d'associations en France et à l'étranger, enfin voilà, dans d'autres pays. Fanny, je te laisse la parole. Voilà, donc l'intervention qu'on vous propose aujourd'hui, elle vise aussi à présenter alors des choses en France, mais pas que, et de voir un peu quel est l'état de la réflexion. Donc, une chose qui est assez claire, et je pense que ça c'est vrai, pas uniquement en France, mais c'est qu'on a une évolution de la population et des modes de vie. Et en France, en tout cas, on a ce rapport qui a été publié par un groupe, le think tank Matière Grise, qui nous explique de manière assez claire cette évolution du profil sociodémographique avec des personnes en 2030. Donc demain, les projets que nous sommes en train de construire aujourd'hui vont être sans doute réalisés dans les années à venir et puis vont exister pour 10, 20, voire 30 années. Donc il y a besoin de se projeter sur les populations qui arrivent et parmi lesquelles cette idée qu'auront 85 ans en 2030 des personnes qui, pour nous, avaient 20 ans, en tout cas au moment de mai 68, donc en France, un moment qui est de très forte affirmation des libertés individuelles. Et de voir que ces personnes-là, qui ont en plus accompagné leurs parents généralement dans des établissements médico-sociaux et qui ont vu les limites, et encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire, ont une demande qui est très différente et avec des modes de vie très différents. Donc on est sur des personnes qui souhaitent continuer à avoir de l'autonomie résidentielle, qui souhaitent pouvoir rester chez elles et qui en ont les moyens et qui sont notamment très connectées avec donc qui peuvent utiliser de manière très habile. Et la preuve aujourd'hui, vous avez dit, il y a plus de 50 personnes âgées qui sont connectées aujourd'hui. On voit bien que c'est une évolution qui permet d'accéder à toute une série de choses et de services, notamment même si on n'a pas une accessibilité sur le territoire et même si on a des problèmes de mobilité. Et on voit bien aussi qu'on a aujourd'hui de plus en plus de revendications de personnes qui disent c'est pas parce qu'on a un certain âge ou qu'on rencontre un certain nombre de difficultés qu'on est tous identiques et en réalité on a besoin d'un accompagnement très diversifié avec aussi des positions de famille ou en tout cas qui est un peu différentes. Donc l'INSEE en France qui est un peu notre organisme qui nous donne tous les chiffres, les statistiques sociodémographiques, nous dit qu'on aura finalement un rapport avec la famille et avec la présence de l'entourage assez différent et qui nous invite aussi peut-être à re-questionner la manière dont on va penser des formes d'habitat pour personnes âgées, notamment lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Et si jusque-là, on était dans une logique en France qui était très, très centrée sur les établissements médico-sociaux, une logique plutôt sanitaire, est parue. Donc, on a la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie qui fait un peu qui est un peu en tête de proue de la réflexion sur ce que doivent être les lieux de vie pour les personnes qui avancent en âge ou qui ont une situation de handicap, édité en 2018 ce rapport pour une société inclusive à tous qui nous invite à repenser la manière dont sont pensés les lieux et les services et qui disait aussi si jusque-là on s'intéressait vraiment à la question de l'âge ou du handicap, de la pathologie, on aimerait aujourd'hui qu'on ait plutôt, vous voyez ici, un intérêt sur la personne, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre et qu'à ce titre, non seulement la question des besoins soit prise en charge, mais aussi ce à quoi on aspire. Et ça, c'est un point qui était très important parce que jusque-là, on avait finalement une vision très professionnelle et institutionnelle du besoin qui était lié à des grilles d'évaluation professionnelle, mais qui peuvent être très décalées avec ce que les personnes peuvent aspirer.
Et finalement, on nous invite à dire peut-être qu'au lieu d'être dans une construction d'offres avec des acteurs professionnels, on devrait être dans une construction de réponses. Et donc, ça implique de se poser un certain nombre de questions et de mettre au cœur du dispositif, et donc autour de la table, les personnes concernées. Et pas seulement de faire des réponses pour elles, mais de les construire avec elles. Et parmi les choses qui ressortent très fort, c'est de dire, si jusque-là, on était dans une logique d'hébergement, et vous voyez, donc on a en France les EHPAD qui sont l'équivalent de vos EMS, si j'ai bien compris, et des structures équivalentes, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées pour des personnes en situation de handicap. On nous dit, on a besoin aujourd'hui, pour répondre à l'évolution des aspirations des personnes, d'aller vers ce qu'on appelle en France la logique domiciliaire, c'est-à-dire d'aller vers un chez-soi, quel que soit finalement le porteur de projet. Donc là, on voit bien les liens avec ce que vous disiez jusque-là. Et suite à ça, est en train en France un espèce de bouleversement qui est comme une diversification de l'offre où les établissements, les EHPAD commencent à proposer de l'offre sur l'extérieur, où on voit se développer toute une série d'habitats intermédiaires et d'habitats inclusifs dont nous parlerons plus spécifiquement, et qui nous dit que finalement, si on veut pouvoir habiter ensemble avec les autres, on a besoin de réfléchir non seulement à des dispositifs d'habitat de droit commun, donc typiquement que les appartements qui sortent et qui soient construits soient accessibles à tous, mais aussi qu'on ait des solutions mixtes. Donc j'imagine que c'est assez proche de ce que vous appelez de logement protégé et qu'on appelle aujourd'hui en France soit de l'habitat intermédiaire, soit de l'habitat inclusif. Et aussi, vous voyez que finalement, l'ensemble de ce mouvement qui viserait à promouvoir le libre choix passe par également une transformation des établissements médico-sociaux. Et derrière ça, on a des exemples assez types. Donc, on voit bien ce virage qui est en train d'être pris, notamment, par exemple, par les maisons AGV, qui sont des structures qui se développent, donc qui existent depuis près de 12 ans en France, mais qui aujourd'hui représentent près de 400 personnes qui vivent dans ces maisons, qui accueillent entre 7 à 8 personnes âgées dépendantes, donc qui ont besoin d'une assistance H24. Au sein d'une maison, donc qui est, comme on le voit ici, avec un espace salon, etc., de vie collective, et des espaces privatifs de 30 mètres carrés où chacun a sa salle de bain, on peut le meubler à sa guise, voilà. Et avec finalement de l'aide humaine qui est mutualisée entre l'ensemble des personnes. Donc on voit bien qu'on est, donc aujourd'hui ces maisons AGV ont été rachetées par le grand groupe privé lucratif Korian qui a pour ambition de développer cette offre de manière massive parce que correspondant davantage à ce à quoi aspirent les personnes. Et finalement, tout ça nous amène à un double constat. En tout cas, on voit que ces évolutions, elles viennent répondre d'une part à une évolution de mode de vie, mais aussi à une aspiration de plus de justice sociale. Alors, en fait, c'est effectivement deux notions qui sont assez importantes parce qu'elles marquent, comme disait tout à l'heure Fanny Serrez, le virage inclusif. Et elle marque du coup une autre approche de l'individu, dans sa différence, et je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est clair que le fait de s'insurger contre les injustices, c'est ce qui marque un peu la genèse de toute cette réflexion sur l'inclusion, et ça renvoie en France en tout cas aux réflexions de René Lenoir, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'action sociale dans les années 70, et qui pointe une partie de la population, et qu'il estime à peu près 10% de la population qui est marginale, et il la pointe comme étant une partie de la population qui est en exclusion sociale. Et il pointe du coup aussi la nécessité, par la même occasion, de pouvoir répondre à ces besoins de ces personnes. C'est des personnes qui sont en situation de handicap, c'est des personnes qui sont précaires, c'est des personnes qui ont des déficits cognitifs ou psychologiques qui font qu'elles ont besoin d'une aide. Bref, on est vraiment dans une optique où on se rend compte que l'habitat finalement est fait pour le plus grand nombre, ou en tout cas pour ceux qui peuvent s'exprimer, mais que derrière, à côté de ça, il y a un grand nombre de laissés pour compte dont il faut aussi s'occuper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu trop tendance à se dire que quand on parle d'habitat inclusif, quand on parle de société inclusive, de virage inclusif, on a tendance un peu à en faire l'antonyme de l'exclusion. Ce n'est pas que l'antonyme de l'exclusion. L'inclusion désigne aussi une autre notion, et qui est celle des aptitudes des personnes, des compétences des personnes, et de leurs aspirations à vivre une vie finalement qui est relativement ordinaire, ou en tout cas de pouvoir s'exprimer librement. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une deuxième notion qu'il est important de prendre en considération, et qu'on a vu à travers les différents projets qui ont été présentés
aujourd'hui que effectivement, il y avait ce besoin de pouvoir suivre nos propres aspirations en fonction des compétences qu'on pouvait avoir. Du coup, on en est sur des valeurs qui sont un peu plus idéologiques, qui sont aussi humanistes, qui se réfèrent notamment aux droits de l'homme, aux droits universels des droits de l'homme, qui sont le respect, la dignité, mais aussi et surtout la liberté et le choix des individus, et qui finalement vont s'incarner dans une espèce d'objets démocratiques et qui sont assez bien représentés par l'inclusion. C'est une réalité sociétale, forcément, mais c'est aussi une réalité statistique, dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, c'est 10% de la population qui sont exclus et pour lesquels, finalement, on ne va pas répondre à leurs normes, on ne va pas répondre à leurs aspirations. Et on se rend compte que le fait de ne que les intégrer dans notre société, ça fait qu'on continue à les stigmatiser et on continue à faire des formules, finalement, qui sont plutôt spécialement adaptées pour ces personnes-là, avec tout ce qui va avec. L'inclusion, quand on dit que c'est une réalité statistique, c'est aussi le fait de reprendre tout le monde ensemble et tout le monde dans le même sac, si je puis m'exprimer ainsi, pour en faire ressortir des standards, et des standards qui vont s'appliquer à l'ensemble des personnes. Et dans une ville inclusive, dans une société inclusive, je pense que ce qui est important de prendre en considération, c'est que tout le monde compte pour pouvoir faire en sorte que celle-ci adopte des préceptes qui sont inclusifs. Il y a donc une nouvelle donne, et en fait, on a bien vu, en fait, depuis même qu'on a commencé à regarder l'habitat comme étant quelque chose d'important pour pouvoir intégrer les personnes dans la société, où on commence avec l'antipsychiatrie dans les années 60 en Angleterre, avec des appartements thérapeutiques qui vont viser à réduire en fait un certain nombre de symptômes chez les personnes. Tout ça dans une visée d'égalité, de se dire finalement on peut donner les mêmes choses à ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir les mêmes besoins, enfin les mêmes objets matériels, les mêmes conditions de vie que tout à chacun. Et on se rend rapidement compte que ça ne suffit pas finalement pour que ces personnes puissent s'intégrer dans la société, parce que l'égalité en tant que telle, et comme elle était introduite dans ces termes-là, elle n'était pas naturelle, elle était plutôt instituée par un certain nombre de facteurs qui étaient externes à l'individu, et dont l'objectif était vraiment d'essayer de le modeler en fonction d'une norme qui n'étaient pas forcément les siennes. Est venue, au fur et à mesure, s'intégrer cette notion d'équité. On a même parlé d'égalité équitable à un moment donné, dans lequel finalement l'objectif était plutôt de compenser les déficits. Là encore, l'individu, il n'est pas acteur de son environnement, mais on vient l'aider, on vient lui donner un certain nombre d'éléments dans son environnement pour pouvoir compenser ses déficits, de telle manière à ce qu'il soit sur un pied d'égalité, on est sur une sorte de traitement juste de l'individu, de telle manière à ce qu'il puisse être sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Toujours est-il que si on retire ces compensations, on a un retour de ces déficits. Et en fait, on a une sorte de nouvelle donne aujourd'hui qui est celle de l'inclusion et qui apparaît être de plus en plus appliquée et en tout cas vers un objectif vers lequel on voudrait plus aller. Et là encore, on est sur vraiment des notions qu'on a abordées encore jusqu'à présent, qui étaient le fait de pouvoir retirer un certain nombre de barrières de l'environnement, que ce soit l'environnement social, sociétal, mais aussi physique, voire même urbain, de telle manière à faire en sorte que les individus qui y vivent puissent s'exprimer, quelles que soient les particularités qui les caractérisent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas essayer de gommer les différences des individus, mais on va faire avec ces différences-là et on va essayer de travailler ces différences pour pouvoir faire en sorte que l'environnement leur soit plus adapté. Et donc, du coup, on est dans une vraie notion de transaction entre l'individu et l'environnement. Voilà. Et du coup, c'est une transaction entre l'individu et l'environnement et qui, du coup, nous amène à réfléchir sur l'habitat en tant que tel, qui est l'habitat inclusif. Et je pense qu'il faut aussi prendre en considération que l'habitat inclusif ne peut pas être pris seul et ne se suffit pas à lui-même d'une manière générale. L'habitat inclusif, il est intégré dans un monde, dans un environnement qui soit un environnement sociétal dans lequel on a une idéologie qui est plutôt démocratique, qui va viser l'inclusion. On va avoir des politiques publiques qui vont soutenir cette idéologie-là, des institutions qui vont mettre en œuvre des solutions pour pouvoir faire en sorte que les individus s'y retrouvent. Et d'un point de vue plutôt individuel, on va avoir des gens qui vont pouvoir vivre, se développer, s'épanouir grâce à ces différents systèmes et qui vont profiter de ces différents systèmes, de ces différents environnements pour pouvoir s'épanouir.
L'individu, oui, mais l'individu aussi dans sa cellule sociale. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que sur les différentes propositions qu'on peut avoir, on a plutôt tendance à se situer sur l'individu en tant que tel. Excepté tout à l'heure, effectivement, sur le logement protégé, on voyait aussi qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ne vivaient pas seules, qui vivaient en couple, qui vivent en famille, et qu'il faut pouvoir aussi répondre à ces besoins-là. Et du coup, c'est des propositions aujourd'hui, finalement, qui ne concernent que l'individu et qui en oublient un peu la cellule sociale et la cellule familiale desquels sont issus ces individus et qu'il faut aussi interroger pour pouvoir proposer des solutions qui s'adressent en dehors d'un système uniquement institutionnel. Ça vient poser du coup deux grandes questions. L'habitat inclusif, finalement, de quoi est-ce qu'on parle réellement? Comment est-ce qu'on l'entend? Comment est-ce que tout le monde l'entend? Et quelles sont les problématiques qui se posent aussi aux porteurs de projets, aux usagers eux-mêmes et aux institutions pour pouvoir la mettre en œuvre? Donc, ce qu'on a bien vu, c'est qu'il y avait comme 2 regards, hein, qui pouvaient être portés sur l'habitat inclusif. Celui vu par les porteurs de projets et les bénéficiaires eux-mêmes, et après un autre regard qui peut être celui, comme vous le disiez, de la norme et en tout cas, d'un point de vue administratif et politique. Donc, en France, et c'est sans doute peut-être même ce qu'il y a, vous voyez, en 2017 paraissait le guide de l'habitat inclusif, qui permet justement aux porteurs de projets de se lancer dans ce type de démarche, donc avant que s'en soient saisies les politiques plus générales. Ce qui ressort, c'est que finalement, cette question de l'habitat inclusif, il devient nécessaire quand la vie au domicile, elle touche un peu ses limites, c'est ce que vous aviez dit, parce que sinon, en fait, les personnes choisiront toujours évidemment la question de l'habitat ordinaire. Et donc, il y a un certain nombre de problématiques qui requièrent, enfin, qui sont quasiment systématiques, à plus ou moins grand, mais ce sont des questions de dire si mon besoin d'aide et d'accompagnement, ou en tout cas grandit, je peux avoir besoin de plusieurs choses. Une des premiers points, une des premières demandes, par exemple, qui fait l'objet de ce type, ou en tout cas qui est à la base d'imaginer ce type de solution, c'est la question de la veille et de la sécurisation, typiquement des personnes qui ont besoin de savoir que la nuit, quelqu'un peut intervenir en cas de problématique. On a aussi la question de l'isolement qui est très grand, donc des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'aide de manière globale, mais qui peuvent se retrouver dans des grandes situations de solitude. Et on a aujourd'hui en France près de 10% des personnes accueillies en EHPAD ne sont pas pour des questions de dépendance, mais pour des questions d'isolement. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet. Et puis toute la question de la prise en compte de la dépendance et donc d'un besoin d'accompagnement plus grand. Et donc on était jusque-là sur des choses qui étaient vraiment développées par les habitants eux-mêmes, en lien avec des associations notamment, et qui voyaient l'habitat inclusif comme de l'habitat groupé. Donc là, on voit bien qu'on est assez proche de ce que vous appeliez le logement protégé, mais qui visait différents profils d'habitants, parce qu'en fait, comme vous le disiez, les gens n'ont pas forcément envie d'être regroupés au regard des problématiques qu'ils rencontrent, avec une idée qu'on a besoin que ces personnes participent à chaque étape de l'élaboration de celui-là. Donc, il ne s'agissait pas de solutions construites pour les gens, mais par les personnes elles-mêmes, et qui décident communément de rédiger une charte qui permet d'organiser leur vie commune avec un certain nombre de partages de locaux communs. Donc ça, c'était l'idée de base. Et puis, tout ça, au regard de, comme je vous le disais, de l'évolution et de textes sortis par la CNSA, a amené notamment un conseiller d'État, Denis Pifto, et Jacques Wolfram, à imaginer ce qu'ils ont appelé l'habitat happy, accompagné, partagé, inséré, pour lequel sortent en ce moment même en France un certain nombre de décrets d'application et de diverses lois qui le voient de manière un peu différente et qui imaginent que l'habitat inclusif, c'est plutôt une forme de colocation où on a quand même une forme d'homogénéité d'habitants. L'idée étant de pouvoir sans doute spécialiser l'accompagnement, et alors je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas en regroupant des personnes qui sont à peu près identiques, on va pouvoir mutualiser les moyens dont ils disposent et qui les imaginent non pas comme potentiellement propriétaires, mais comme locataires, voire même plus pratique encore comme sous-locataires, c'est-à-dire qu'on est dans l'idée de projets qui seraient portés et accompagnés plutôt par ce qu'ils appellent une personne 3P, un gestionnaire ou en tout cas un porteur de projet qui peut être une institution notamment et qui va sécuriser toute cette affaire-là avec la nécessité de rédiger un projet social et partagé qui est lui-même financé comme c'est le cas dans les établissements médico-sociaux, dans les EHPAD, par l'Agence régionale de santé. Donc on voit qu'en fait, cette forme d'habitat, elle commence à être un peu mise comme sous tutelle, avec des moyens humains qui sont dédiés pour faire vivre ce projet de vie sociale et partagée, et où là, la question des locaux communs devient non pas seulement une salle où on partage des choses ensemble, mais finalement
un peu sur le modèle de la maison AGV, donc, que je vous montrais tout à l'heure, où le salon en fait, on a en partie privative quasiment exclusivement que sa chambre. Et quand on ajoute toutes ces choses, et ça fait partie un peu des questions qu'on avait, c'est de se dire finalement, est-ce que, et comme peut-être les maisons AGV, est-ce que le risque, c'est pas de faire des mini EHPAD ou des mini institutions, et alors que les personnes aspirent vraiment à un habitat. Et donc, finalement, on en retire un certain nombre de questions et on se dit, alors bien sûr, l'idée d'une vie partagée, et souvent les personnes nous disent, c'est vraiment bien, il faut qu'il y ait du vivre ensemble et la colocation, c'est bien parce que comme ça, les gens auront plus de vie sociale. Alors nous, on se dit, oui, bien sûr, mais si on regarde dans la vie ordinaire, sous quelles conditions on peut partager sa vie avec quelqu'un, en général, il y a une forme quand même de cooptation, y compris dans les colocations, c'est-à-dire qu'on va avoir un regroupement pour que ça puisse durer à long terme, soit lié au mode de vie, à un partage de valeurs. En général, c'est rarement le besoin d'aide ou le niveau de dépendance ou le handicap qui permet à deux personnes d'envisager de partager leur vie ensemble. Donc en fait, ça pose cette question du vivre ensemble et de la manière dont elle peut être vue du point de vue institutionnel et la manière dont elle peut être vue par les personnes. Après, il y a un deuxième point qui était vraiment important, c'est que, et ça, on a pu faire plusieurs études sur ce sujet-là, où on voyait bien que quand c'était porté par une institution, on arrive assez vite sur l'idée de la colocation en disant mais c'est bien, comme ça, ils vont partager plein de choses, etc. Et quand on fait une enquête auprès des personnes elles-mêmes et qu'on leur parle de ça et qu'elles parlent elles-mêmes de leur isolement, ce qu'elles nous disent, c'est oui, bien sûr, on veut avoir des temps d'échange, mais ce qui nous intéresse, c'est le temps partagé et pas forcément un espace partagé. C'est-à-dire, eux, ils le voient plutôt comme des T2 ou des T3, enfin un appartement, un chez eux, et puis la possibilité, par exemple, de recevoir son voisin, de se rencontrer sur palier, enfin des choses un peu plus informelles, ou alors des temps partagés sur des lieux qui existent par ailleurs à l'extérieur. Aller au cinéma, aller au café, aller au restaurant. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que le voient les personnes. Et ça nous pose finalement cette question de si on doit être amené à faire ce genre de projet, qu'est-ce qui va être l'espace privatif? Est-ce que c'est simplement une chambre? Est-ce que c'est plus? Et comment est-ce que tout ça est géré? Et on voit bien qu'on a besoin finalement d'y réfléchir et de réfléchir notamment dans toute cette histoire, quelle est la place des professionnels qui accompagnent? Est-ce qu'ils sont d'abord choisis par les personnes elles-mêmes qui habitent dans ce lieu? Est-ce que c'est une personne qui est salariée d'une institution? Et si oui, de quoi est-elle responsable? Et on voit bien que tout doucement, dès qu'arrive la question de la responsabilité, arrive la question de la sécurité et donc potentiellement de règles de vie édictées par un tiers. Comme vous le disiez, une des principales problématiques, ou en tout cas les questions que se posent les potentiels futurs habitants, c'est est-ce que je vais pouvoir y rester jusqu'au bout de ma vie? Aujourd'hui, par exemple, sur les maisons AGV ou même dans ce qui est prévu sur les habitats API, ce qui a l'air assez clair dans la tête du législateur, c'est que eh bien, la réponse est plutôt non, dans le sens où on peut y aller que jusqu'à un certain niveau de dépendance, et puis à un moment donné, il va falloir déménager. Et cette question du déménagement et de qui décide du déménagement et pour aller où est sans doute un frein majeur. Et on voit bien que sans doute beaucoup de personnes se disent dans ce cas, je vais rester chez moi jusqu'à la limite où de toute façon, il faudra que j'aille en établissement. Donc cette question qui permettrait de dire dans quelles conditions on peut rester dans ces lieux jusqu'au bout de sa vie est vraiment un point qui est vraiment très important. Et l'autre point aussi très très important, c'est cette question de, une fois que j'habiterai là, et que c'était intéressant que vous disiez les logements protégés, les logements encadrés, c'est de dire, oui, mais en général, quand on est protégé, typiquement, la question de est-ce que je peux prendre des risques, est-ce que je serai libre de prendre des risques, est-ce que je pourrais faire des choix pour moi-même, tout ça sont des questions qui sont très très grandes et qui nécessitent finalement de remettre en jeu cette question. On le vit tous en ce moment avec la crise sanitaire, mais de ce lien, de cette limite entre la liberté et la sécurité. Et finalement, et ça c'est ce que vous avez ressorti, et les études, mais ça elles sont valables y compris dans les établissements médico-sociaux, montrent bien qu'un des principaux enjeux, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens se sentent chez eux. Et ça c'est un point qui est très, très complexe d'une certaine manière. En tout cas, ça nous invite à réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on peut se sentir chez soi quelque part, à quoi ça tient et qu'est-ce qui fait qu'on peut habiter ou devenir habitant de ce lieu.
par quoi ça passe? Donc il y a, à mon avis, et c'est sans doute la première réflexion qu'on doit avoir. Vous disiez, en effet, c'est pas que les murs, c'est les souvenirs. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça, mais qui doit nous permettre de dire comment est-ce que je vais pouvoir reconstituer cette maison ailleurs. Et dans ce cadre, dans le cadre notamment de la reconstruction d'un EHPAD en France, la Villa Saint-Jean en Lozère, et que je salue ici, on a pu faire un voyage d'études aux Pays-Bas en mars 2020 et qui a permis de visiter de nouveaux types de structures. Donc là, on est sur des établissements médico-sociaux et on voit bien que le Pays-Bas a fait le choix, il y a quelques années, de dire on se trompe quand on apporte une réponse sanitaire à la question de la dépendance et il faut qu'on aille chercher plutôt la question de la qualité de vie que la question du soin médical. Et donc, il y a eu un choix politique radical de démédicalisation et de fermeture des maisons de retraite au profit de ce qu'ils appellent des logements assistés. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit de dire, eh bien, on a en effet un espace collectif, excusez-moi, mais on va finalement supprimer la prestation globale. En France, alors je ne sais pas si c'est pareil de votre côté, mais quand on rentre en établissement, l'ensemble des aspects de votre vie est pris en charge, l'hébergement, les repas, le linge, etc., tout, l'animation, tout est un espèce de pack. Là, c'est de dire, bien non, on va venir dissocier l'offre d'habitat de l'offre d'accompagnement, et l'offre d'habitat est portée par un bailleur social avec un bail de location direct auprès des futurs habitants, et on a un espèce de panier de services qui est pris en charge par la collectivité après évaluation des besoins de la personne. Donc soit la personne, il a été vu qu'elle avait par exemple besoin d'une aide au repas, et dans quel cas cette aide au repas est prise en charge par la collectivité, c'est gratuit pour elle, soit elle n'en a pas besoin mais elle en a envie, et dans quel cas, comme dans la vie ordinaire, elle paye pour les services. Donc on voit qu'on a ces associations qui ont comme un espace collectif avec tous ces services et qu'il est pensé pour des personnes dépendantes qui seraient comme un EHPAD, des véritables T2. Et vous voyez, parmi ces questions-là, est arrivée la question de dire on a besoin d'avoir une entrée institutionnelle qui est différente des entrées résidentielles et de penser de vrais appartements en imaginant la question de la mobilité. Donc on est sur des structures qui sont très grandes et ça c'était aussi qui était très frappant, 170 logements en moyenne sur ce type de structure, mais avec une vraie possibilité pour tout un chacun de choisir et de vivre la vie la plus ordinaire possible. Et ce qui ressort comme finalement très déterminant, c'est de savoir, de se dire que l'architecture, bien sûr, c'est très important, mais ça n'est pas une condition suffisante pour faire d'un lieu un véritable habitat, et que c'est avant tout, enfin en tout cas la question est de pouvoir avoir le plus possible la possibilité de choisir. Ça nous amène à quelques principes inclusifs finalement d'application, sans prétendre être exhaustif, parce qu'on n'a pas été jusqu'à faire beaucoup d'études et faire toute une revue de littérature par rapport à ça. Plusieurs notions qui nous semblent importantes à prendre en considération, en tout cas comme recommandation pour pouvoir demain construire des habitats inclusifs, notamment la notion de temporalité, où on a plutôt tendance à se centrer sur en termes de viabilité sur des endroits qui sont pérennes. Or, en fait, on se rend compte que si on reste trop longtemps sur un endroit, on aura tendance à stigmatiser cet endroit-là et du coup à lui apporter une histoire qui va faire en sorte que derrière, l'endroit, le lieu sera très difficilement recyclable pour l'habitat d'une autre personne. Finalement, le gage de réussite, c'est de pouvoir recycler l'habitat assez facilement pour qu'il puisse correspondre aux besoins d'autres usagers. Et je pense qu'il faut aussi faire en sorte que cet habitat finalement soit attractif, soit attrayant, quelle que soit la disposition des usagers. Et par conséquent, les solutions qui sont éphémères finalement peuvent être aussi quelque chose qui sont plutôt rassurants, plutôt intéressants pour les personnes, dans le sens où ils vont participer du choix de la personne, ils vont aussi faire en sorte que ils vont donner, en tout cas ils vont aussi obliger les porteurs de projets, les bailleurs, les promoteurs à adopter des standards qui sont communs de telle manière à pouvoir correspondre au choix du plus grand nombre. On a ensuite de ça toute une question de contrôle et de maîtrise, et là on l'a vu à plusieurs reprises, c'est vraiment
l'objet de pouvoir décider pour soi, d'être en adéquation avec ses propres aspirations, avec le mode de vie que l'on aura choisi, malgré une prise de risque que ça peut impliquer. Et c'est le fait du coup, et on l'a pointé à plusieurs reprises, d'avoir un chez-soi, de se sentir chez soi, et d'être maître chez soi aussi, c'est-à-dire d'avoir le contrôle absolu sur notre environnement. D'avoir un certain nombre, enfin d'avoir la possibilité finalement d'avoir un certain nombre de choix motivés qui vont répondre à la spontanéité de la personne, à ses envies à un moment donné, et de pouvoir contrôler sa vie et son environnement pendant tout le long où il restera dans ce lieu-là. On est aussi dans d'autres types d'applications et d'autres types de prise en compte par rapport à l'individu, qui est notamment toutes les notions de structuration aussi, où on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de textes de loi, un certain nombre de recommandations qui vont plutôt se fonder sur un acte, voire même un pacte administratif qui va définir des surfaces propres pour chacune des personnes, des coûts par habitant dans lesquels il va falloir rentrer de telle manière à pouvoir vraiment pour pouvoir avoir les bons financements. Alors bien sûr, c'est important, mais c'est pas suffisant en tout cas pour pouvoir réfléchir à une structuration de l'espace qui au contraire va devoir plutôt se fonder sur les usages de l'espace, c'est-à-dire les besoins et les habitudes de ses habitants, leurs aspirations, mais aussi les activités qui vont avoir lieu dans les différents espaces, dans les appartements, quel type d'activités ils vont avoir, et aussi forcément leurs besoins de mobilité. Ça répond aussi à des besoins économiques. Et forcément, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas non plus se faire l'économie finalement d'une réflexion sur les coûts-bénéfices. Donc on a des coûts-bénéfices d'un point de vue financier, certes, et ça je pense que c'est important de pouvoir le prendre en compte parce que c'est aussi ce qui va être déterminant pour les différents bailleurs. Mais il va aussi falloir le prendre en compte d'un point de vue beaucoup plus subjectif. Et c'est de se dire finalement, pour l'usager, qu'est-ce qu'il va gagner, lui, à habiter dans ces différents lieux? Qu'est-ce qu'il va gagner à investir un habitat dit inclusif ou en tout cas qui va pouvoir répondre à un certain nombre de ces problématiques. Et enfin, on a toutes ces problématiques de l'institution aussi, qui est assez importante, parce que finalement, on se rend bien compte qu'on ne peut pas forcément faire sans l'institution. L'institution, elle va aussi être un support pour certains habitats inclusifs. En tout cas, elle n'est pas forcément contre-inclusive d'une manière générale. En fait, elle n'est pas contre-inclusive à partir du moment où elle ne devient pas ce que Foucault nommait une hétérotopie, c'est-à-dire un lieu dans la société qui a ses propres règles. C'est-à-dire qu'en fait, on va être dans un lieu, à partir du moment où elle devient une hétérotopie, elle va introduire un contrôle qui va venir contrevenir finalement au principe de l'inclusion de l'individu dans la société. Ça appelle du coup à se poser la question au niveau des fonctions, au niveau des usages, au niveau des usagers, de savoir comment, que ce soit du domicile ou l'institution, où on peut placer le curseur de l'habitat inclusif. Et comment est-ce qu'on peut faire avec l'ensemble de ces questions-là, de telle manière à ce qu'on puisse répondre aux besoins et à la volonté des personnes d'y vivre. Du coup, on se retrouve vraiment dans une question qui est assez essentielle finalement, c'est qu'est-ce qui pourrait donner envie à des personnes qui sont vulnérables ou non et qui ont le choix de choisir de ce type d'habitat pour pouvoir y vivre au quotidien. Ça nous emmène ensuite, forcément, à toutes ces questions, et Fanny l'a dit à plusieurs reprises, c'est toutes ces questions de la participation des usagers pour réfléchir, du coup, aux modalités de l'habiter, aux modalités de l'habitat, qui permettent, du coup, aussi aux promoteurs, aux experts, aux architectes, aux professionnels qui vont accompagner toutes ces notions d'habitat, finalement, de sortir de leurs stéréotypes sur ce dont pourrait avoir besoin une personne ou une autre. Et c'est là où il faut vraiment prendre en considération toutes ces notions on ne va pas caractériser la personne par ses déficits, par ses caractéristiques physiques ou son âge, mais on va plutôt prendre en considération la personne en tant qu'être humain à part entière dans une société, afin d'éviter d'adapter l'environnement à travers des stéréotypes qu'on pourrait avoir et du coup de stigmatiser le lieu dans lequel on se trouve. Toutes ces réflexions-là, vous les retrouverez en partie dans une analyse critique qu'on a écrit avec qu'on a écrit avec Colette Hénard, Fanny et moi-même,
qui répondait en fait à un rapport qui a été demandé à Denis Pictot et Jacques Wolfrom sur l'habitat inclusif et qui a été commandé par le ministre, enfin, le Premier ministre, et qui est très intéressant d'ailleurs, que je vous invite à lire, et que donc vous retrouverez notre analyse critique aussi sur le site unmondeapart.org qui est savamment animé par Fanny et Colette Hénin.